Bonjour. Un des bons sujets qui ont figuré dans le bac philo, c'était un sujet très intéressant à propos du pluralisme. Est-ce que le pluralisme est un obstacle à l'unité? C'est un sujet philosophique et social. Donc, en l'expliquant, en le traitant, je vais prendre des exemples concrets dans différents pays. En France, en Espagne, aux États-Unis et aux pays arabes. Et aux pays qui connaissent de différences religieuses et de différentes religions et de différents courants religieux et ethniques et nationalistes. Comme introduction, je parlerai donc de ce monde qui oscille entre mondialisation et nationalisme. Après la chute du mur de Berlin, le monde a connu une mondialisation écrasante, envahissante, englobant tous les pays du monde. On parlait à ce moment vraiment de déséquilibre un peu entre pays, grands pays et petits pays. Grands pays qui veulent annexer les petits pays et qui vont avaler donc les petits pays. Donc la mondialisation en quelque sorte n'était pas favorable aux pays très petits et aux petites nations, aux petites minorités partout dans le monde. Une petite parenthèse, l'écrivain Amin Maalouf prenait cette étape-là d'une importance extrême et dangereuse, car la chute du mur de Berlin, ça dirait que l'écroulement de l'Union soviétique, donc l'écroulement d'un système économique, social dans le monde. Et les États-Unis n'ont pas pu trouver un autre régime ou un autre cadre de loi socio et économique qui gère le monde et qui donne des droits aux minorités, aux pauvres, aux hommes ordinaires. Donc, c'était le premier, si on veut dire, le premier déséquilibre que le monde a connu. Et c'était défavorable. Ce régime mondial était défavorable. On a vu en France comment le commerce européen et peut-être américain a étouffé le petit commerce des petites cités en France et ailleurs. Et on a vu parfois les manifestes contre McDonald's et contre par José Bové. Donc ça c'est comme introduction.
le développement du sujet traitera la question importante, est-ce que le pluralisme était favorable à la civilisation mondiale, à la culture mondiale ou non, comme il doit l'être. D'habitude, le pluralisme, c'est un enrichissement. Donc, est-ce qu'il a réussi à enrichir les pays et comment il doit s'enrichir et comment il doit enrichir les sociétés dans lesquelles le pluralisme se trouve. Donc, on commence par la définition de la culture. Qu'est-ce que la culture? La culture, c'est tout ce que nous héritons et nous pratiquons comme coutume, comme conviction, comme mode de vie religieux, culturel et de plusieurs côtés. D'abord, je mentionne que l'Amérique, donc après la chute du mur de Berlin, n'a trouvé une solution au problème des minorités et de la domination de la majorité religieuse et politique que une certaine autonomie qui ont voulu imposer. Je précise, par exemple, en Irak, au Moyen-Orient, dans les pays arabes, on a vu que l'Amérique a évincé Saddam Hussein, qui, selon les États-Unis et selon peut-être tout le monde, oppressait les autres religions, les autres minorités, qu'elles soient religieuses ou politiques. Donc, lorsqu'elle a envahi l'Irak, lorsqu'elle a changé le régime, elle a éliminé l'armée centrale et elle a donné une autonomie aux religions. Elle a imaginé la procréation de plusieurs petits États, un État chiite, un État musulman, mais ça n'était pas prévu que l'Irak, bien qu'il connaisse une certaine liberté, se soit enfoncé dans une guerre civile, terroriste, de nouveau. Et pire qu'avant. Au point qu'on a parfois la nostalgie de l'ancien régime dictateur. Je commence par l'exemple du Liban. Le Liban, on a longtemps dit que le Liban était un pont entre l'Orient et l'Occident. De par sa richesse de culture, jusque dans sa constitution, on définissait avant le Liban comme un pays arabe. Maintenant, la constitution a changé un peu. Maintenant, le Liban est
est à visage arabe. Il n'est pas complètement arabe. C'est ce qu'on a changé un peu dans la constitution. Donc le Liban connaît 18 religions et plusieurs couches de population venues de l'Arabie Saoudite, venues d'autres pays. Donc on voit au Liban un métisme de culture. On parle plusieurs langues et il n'y a aucun Libanais qui n'a vraiment traversé le monde. Il a voyagé dans tous les pays. Bien que cela, selon mon point de vue, n'a pas influencé sa culture et sa vraie culture. Il n'a pas influencé sa mode de vie que partiellement, que en forme. Donc, en profondeur, les Libanais ne se sont pas un peu, comment on dit, identifiés avec la culture des autres. Ils n'ont rien appris de nouveau que de par exemple, quelque chose de l'apparence, qui touche leur apparence, comment s'habiller à la mode, comment parler selon les dialectes des autres, mais au Liban, le langage appris n'a pas influé la culture en profondeur. Donc ça, c'est un point pas beaucoup optimiste. Le Liban a connu plusieurs guerres confessionnelles dès sa constitution, dès son apparition. Et les Libanais se sont entendus pour épargner ce conflit. Ils se sont mis d'accord sur un point, c'est-à-dire dire non à l'Orient, dire non à l'Occident. On veut vivre notre patriotisme, notre nationalisme, et on ne veut pas approuver les courants orientaux ou occidentaux. Un genre de mise à part pour rester un peu loin des crises mondiales et régionales. Donc, on a dit deux non. Non aux pays arabes et non aux pays occidentaux. Le résultat, un journaliste a dit deux négations, c'est-à-dire deux non, ne font pas une nation. Donc, le Liban, face à ça, en conséquence, se trouve dans une crise d'identité, vraiment crise d'identité. Et cette crise d'identité
s'est manifesté dans plusieurs cas, lorsque les Palestiniens sont venus au Liban, les Libanais sont divisés. Une partie veut être en bonne relation avec les Palestiniens et demande l'aide des Palestiniens et aide les Palestiniens, l'autre les combattait. Et jusqu'à nos jours, nous voyons la même crise quant aux crises politiques mondiales et arabes. Et pourquoi le pluralisme au Liban, on le nomme comme une crise politique? Parce que la constitution au Liban est confessionnelle. Elle est confessionnelle. Tout le régime est bâti sur des intérêts confessionnels. Le citoyen ne réclame pas ses droits qu'à travers son dirigeant religieux. Même les postes gouvernementaux et même privés au Liban doivent être soumis à un équilibre confessionnel. Et c'est là le problème. L'équilibre confessionnel est impossible. Lorsque cet équilibre est touché, toujours la guerre éclate et les conflits éclatent entre les Libanais. Car les droits ne sont pas donnés aux Libanais comme des droits civils, mais des droits confessionnels. Si les Libanais acquièrent leurs droits d'une façon civile et vivent leur religion à part comme un choix personnel, comme une relation entre l'individu et Dieu, on n'aurait aucun problème. Mais le régime est tel qu'il est confessionnel, car les chefs religieux et politiques en même temps ont des intérêts que le régime reste ainsi confessionnel. Je passe à un autre régime un peu près du Libanais et toujours arabe, le régime des Émirats arabes unis. C'est un régime nouveau, mais qui a su faire un équilibre général dans l'État. Aux Émirats arabes unis vivent 200 nationalités, sans parler des religions. Chaque nationalité se trouve avec plusieurs religions. La nationalité libanaise connaît aussi des individus musulmans et chrétiens. Les Indiens qui travaillent ici aux Émirats arabes unis, ils sont musulmans, hindous et chrétiens aussi.
Et on trouve beaucoup d'endroits sacrés pour différentes religions étrangères. Donc cet État a su tisser des liens de respect et surtout de l'acceptation de l'autre et de tolérance, de ce qu'on appelle ici la tolérance, qui a favorisé une vie pacifiste de toutes les régions et de toutes les nationalités en vivant ici selon des droits. Toutes les religions, toutes les nationalités suivent une seule loi et cette loi est appliquée à tout le monde d'une façon très équilibrée et très bonne. Donc c'est ça le secret du succès du pluralisme aux Émirats arabes unis. Bien que les États arabes unis soient d'une majorité musulmane. Donc ce pluralisme n'a pas porté atteinte à l'unité musulmane qui tolère toutes les autres existences. Dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, c'est un peu la même chose. Tout le monde est soumis à des lois précises et universelles et ce qui est personnel est respecté. Par exemple, on peut voir aux États-Unis une femme, par exemple en Tchadog, un Pakistanais avec le chapeau que portent les Sikhs, une secte en Inde et au Pakistan, et tout en travaillant, tout en exerçant ce poste de policier par exemple, contrairement